La chasse aux sorcières au Pays Basque va se dérouler au XVIIe siècle, mais les chasses aux sorcières en Europe, elles démarrent quand même bien avant, avec l'arrivée d'un livre qui est écrit en Allemagne par un certain Heinrich Kramer, qui s'appelle donc Le Malleus Maleficarum, qu'on va retraduire par Le marteau des sorcières, un manuel qui va servir à pouvoir chasser des sorcières partout où on passe. Donc il se découpe en 3 parties. Une première qui nous explique comment on peut trouver des sorcières dans les villages, une deuxième qui va définir vraiment ce qu'est une sorcière, et une troisième partie qui est un déroulé pour les juges qui viendront dans les villages justement pour mener les procès de sorcellerie. Ce livre il va être utilisé chez nous pendant les chasses aux sorcières par Pierre de l'Ancre dans la province du Labourd, qui est envoyé par Henri IV pour une chasse aux sorcières qui va être très courte. Elle dure 4 mois, elle va démarrer en juillet 1609 puis elle s'achève fin octobre 1609 pour faire une chasse aux sorcières qui est réclamée par Henri IV, mais surtout par les seigneurs locaux, et en particulier le seigneur d'Urtubie, Tristan d'Urtubie, et aussi le seigneur de Saint-Pé-sur-Nivelle, Jean Coppen d'Amoux. Les hommes, en majorité des pêcheurs, s'en allaient durant 6 mois à Terre-Neuve pour pêcher la baleine. Donc les femmes étaient tenues d'assurer les foyers, de faire vivre le Labourd, la province du Labourd essentiellement aussi. Donc dans leur étier, s'occuper des enfants. Et tout ça, ça crée un climat un petit peu suspect. Pierre de l'Ancre est arrivé, donc il a séjourné dans ce château de Saint-Pé. Il y a passé 3 mois. Pourquoi il s'en est pris aux femmes? Il s'en est pris aussi aux jeunes filles. Elles avaient effectivement des grandes connaissances médicales puisqu'elles se transmettaient ces connaissances parce qu'elles avaient cette faculté de mettre au monde et de maîtriser ce sujet, de mettre au monde des enfants, et elles avaient quand même une connaissance très accrue dans ce domaine-là. Mais surtout cette langue basque qu'ils n'arrivaient pas à maîtriser et surtout à comprendre. Donc tout était autour de ça. Donc les danses basques, enfin, les traditions étaient autour de cette culture, des chants et de la langue. Henri IV, il veut fixer une bonne fois pour toutes la frontière entre la France et l'Espagne, donc la frontière de la Navarre. D'ailleurs, on se chamaille encore des terres de la Navarre à cette époque. Et puis, il veut aussi, une bonne fois pour toutes, asseoir son pouvoir en Amérique. À cette époque, tout le monde veut avoir son terrain en Amérique. Les Espagnols y sont, les Anglais y sont, les Français y sont. Et le problème, c'est que Henri IV, lui, là où il veut installer du coup la Nouvelle-France, donc dans la future province du Québec, il retrouve les Basques, les Bretons et les Normands, et les Basques qui vont montrer une forte résistance. Il s'agit de travailler avec les Indiens qui ramassent les peaux de bêtes qu'ils tuent pour pouvoir faire des vêtements en particulier. Et quand les Basques découvrent ça, ils se mettent également à demander avec les Indiens s'ils peuvent faire du troc. Et le jour où les Français arrivent là et veulent également faire ce troc, les Indiens ne veulent pas. Parce qu'à cette époque-là, ils ont compris que quand les Basques viennent, c'est pour vraiment faire du troc, mais quand ce sont les Français qui viennent là, ils veulent tout simplement s'implanter dans cet endroit-là. Et ça, très vite, les Indiens vont comprendre que c'est pas bon, quoi. Henri IV va se servir de la présence des Basques là pour faire quelque chose chez les Basques en ce moment-là. Quand ils partent pendant 6 mois, c'est énorme, et il se dit, ben voilà, on va s'occuper de leurs femmes pendant qu'eux sont là-bas. La dent qu'il a contre les Basques, il y en a plusieurs. C'est des gens qui vivent près de la frontière, ils parlent la même langue de l'autre côté. Les Français sont en guerre avec les Espagnols. Et il veut à tout prix arrêter tout ça. On va essayer de rencontrer des gens qui viennent de la part du roi d'Espagne. Henri IV ne croit pas à la sorcellerie, mais il va se servir de la sorcellerie pour essayer de jouer à un jeu qui est terrible, quoi. Et quand Pierre de l'Ancre vient pour chercher des sorciers et des sorcières, il va quand même s'arrêter pendant 1 mois et 10 jours sans s'intéresser aux sorcières. Donc ça veut dire qu'il est pris par autre chose. Très certainement, c'est ce qu'on pense aujourd'hui, il est en train, avec des gens que le roi a désignés, ils vont essayer de faire en sorte de rencontrer les Espagnols. C'est vraiment pour ça qu'il y a eu la sorcellerie
en Pays Basque? On vit entre deux pays, hein, entre guillemets, donc on essaye aussi un petit peu de casser cet esprit de pays et cet esprit de régionalité qu'on a un petit peu ici. Pierre Delancre va se servir de la délation pour la chasse aux sorcières. Il va se rendre compte qu'au Pays Basque, on est quand même sur une région pauvre au XVIIe siècle. On a beaucoup de famines au Pays Basque, on a des épidémies de peste. C'est pas une très belle région où vivre hein, à l'époque. Et du coup, au Pays Basque, les gens ont faim. Ça, Pierre Delancre, il le voit et donc il va proposer des plateaux repas, hein, parfois à qui voudra bien dénoncer son voisin, sa voisine. Donc il va se servir de cette faiblesse justement sociale de l'époque pour la mener, la chasse aux sorcières. Ça a suffisamment bien marché pour que pendant des siècles, on ne sache même pas que c'était les seigneurs locaux qui avaient organisé tout ça. Et on a justement imprimé dans l'inconscient des Basques qu'il y a eu des sorcières, qu'il y a eu des histoires de sorcières, qu'il y a eu des rencontres, des soirées de sorcellerie. Et pendant très longtemps, ça a été tellement bien ficelé et organisé par les seigneurs locaux et par Henri IV de notre côté, que c'est resté secret et mystérieux jusqu'à tout récemment en réalité. La chasse aux sorcières, elle avait été décidée par Henri IV pour durer 4 mois, pour pas que Pierre Delancre croise surtout les hommes qui reviendraient de la montagne ou de la mer. Alors il va quand même les rencontrer parce que cette année-là, il n'a pas de chance. L'hiver était revenu plus tôt au Canada et du coup les hommes y rentrent avec 15 jours, 3 semaines d'avance. Donc il y a quand même une confrontation qui fait que Pierre Delancre il va quand même partir un peu précipitamment. Ce qui fait que ça ne reprend pas parce que Pierre Delancre avait peut-être l'envie que ça continue. Malheureusement, l'année suivante, Henri IV, il est assassiné. À partir de ce moment-là, en réalité, la sorcellerie, elle devient un peu, on va dire, has-been. Et Pierre Delancre, après la chasse aux sorcières, vers 1612-1613, il va écrire un livre, du coup, de la chasse aux sorcières qu'il a mené ici. Et ce livre, il s'appelle Le tableau de l'inconstance des mauvais anges. Et il raconte tout ce qu'il a fait ici pendant ces 4 mois de chasse aux sorcières. Et à travers ses écrits, on pourrait presque croire que Pierre Delancre, lui, il y croit presque à la sorcellerie. En tout cas, on sent quand même derrière tout ça qu'il est très fasciné par les femmes du Pays Basque. C'était un prétexte et c'était surtout des soi-disant sorcières, mais il a réussi à inculquer au sein de la royauté, du royaume, et que c'était effectivement des personnes maudites. Quand il va écrire son livre très vite après son retour à Paris, il va raconter tout ça comme ça. Il va donner des noms. Une telle a dansé à cet endroit-là, elle a fait ceci, elle a fait cela, mais ça ne veut pas dire que ça a été fait. Et c'est ça qui est très difficile à faire comprendre aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il dit quelque chose que ça a été fait. Chorguin en basque, aujourd'hui, quand on retourne à l'étymologie du mot dans la langue basque ancienne, on pourrait mettre Chortse d'un côté, Egin de l'autre, et Chortsegin, donc Chortse c'est la naissance, Egin c'est faire ou aider, et donc Chortsegin c'est aider à la naissance. Donc c'est la sage-femme, la Chorguin. Après, il y a une autre version possible de Chorguin avec Chortou, Chortsen, là c'est plus le côté plante, c'est planter, récolter, faire pousser. Et donc là on va plutôt rejoindre ce qu'on appellerait la guérisseuse. Encore une fois, au Pays Basque, les hommes partent, donc ils partent en mer, en montagne. Le savoir de la médecine, en tout cas ce qu'on en connaissait de par les plantes, ça pouvait être vu vraiment comme de la sorcellerie au XVIIe siècle. On parle entre 80 personnes brûlées, tous les noms étaient recensés, ce sont des personnes avec un nom bien basque, et il y en a 200 qui ont été ensuite déportés sur Bordeaux. Aujourd'hui, la sorcière du Pays Basque, la Chorguin, ce qui nous en reste dans un côté fantastique, c'est cette fameuse mythologie des sorcières dans les grottes qui est vraiment restée. Donc ce côté aquelarre mais qui se déroulerait dans les grottes et où c'est pas le village qui se rassemble mais plutôt les sorcières et où cette fois-ci on viendrait danser avec le diable, avec le démon. Petit, on me racontait beaucoup l'histoire que dans la grotte de Soukaramourdi, il y avait le diable qui vivait dans les lieux, qu'on appelle au Pays Basque Etchaï.
Witchaï ou Akerbels, donc le bouc noir. Et ce diable invite les sorcières à venir dans la grotte. Il leur apprend la sorcellerie pendant la nuit dans les grottes. Et Akerbels, Witchaï, il demande aux sorcières qui rejoignent ces assemblées de sorcières dans les grottes de se défaire de leurs ombres, de ranger les ombres dans un coffre qu'il garde avec lui. Et en grandissant, on m'a toujours dit que quand on se balade dans les villages, il faut regarder si les gens qu'on croise ont bien une ombre avec eux, puis s'ils n'en ont pas derrière eux, c'est qu'on a affaire à une sorcière basque. Je pense que c'est aussi bon de continuer à entretenir toutes ces petites parcelles et à les transmettre. C'est ce qui fait que l'histoire avec un grand H continue à perdurer, mais aussi notre mythologie basque, puisqu'elles font partie aussi maintenant de la mythologie.